Nous sommes live. Bonjour et bienvenue à tous les participants. Nous sommes live. On va attendre 1 ou 2 minutes. C'est le temps aux dernières personnes de nous rejoindre et on pourra commencer. Comment ça va de ton côté, Vincent? La météo est bonne aujourd'hui? Très On est à bonne, Christian. Toulouse. Il faut qu'il regarde dehors, Vincent, parce qu'il n'a pas encore, depuis ce matin, là, Sors de ta cave. il a eu le temps de mettre de regarder par la fenêtre. Nous, il fait un temps magnifique. Moi, je suis basé à Toulouse. Ouais, bah, ça va. Ouais. Ouais, bon, aujourd'hui, on a de la chance. Je vais juste vérifier. Chose. Alors, c'est une nouvelle plateforme pour nous de webinar qu'on utilise. Je suis en train d'essayer de voir si je vois les participants, le nombre de participants. Parce qu'on a démarré l'événement, je m'interroge sur le fait de partager l'événement. J'ai un clic pour partager, mais je pense pas. Alors, j'ai de l'assistance de la part de notre responsable marketing, Rachel, si tu es pas loin. Ah si, je vois. On a un peu moins de 20 participants qui nous ont rejoints, c'est en train de monter. A priori, on est bon. Alors, il y a un chat public. Si vous avez la possibilité de confirmer que vous voyez bien notre écran. Génial, c'est bien le cas. Merci Adam. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer. On va rentrer donc dans ce sujet de replatforming e-commerce sans Big Bang. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent de Big Commerce, Thierry de l'agence Zento et Laurent, CEO cofondateur de Front Commerce. J'ai le plaisir et l'honneur d'assurer le rôle de présentateur pendant cette session de webinar. Alors, on vous propose le sommaire suivant, une rapide présentation des intervenants. On va planter le décor concernant ce webinaire, notamment par rapport aux enjeux et attentes des e-commerçants en 2023, avec les insights, les retours de Thierry constatés dans le cadre de son agence avec ses clients et prospects. On va aborder rapidement 3-4 définitions de termes dont on entend beaucoup parler dans les e-commerce ces derniers mois. Et puis, on va pouvoir être très pragmatique, rentrer directement dans le sujet de cette session du jour, des use cases et les bénéfices clients constatés avec cette approche appelée migration progressive. Et enfin, on se réservera un créneau de questions-réponses et on vous proposera quelques actions concrètes pour la suite de cet événement. C'est parti. Pour les intervenants, Christian l'a dit, moi je suis en charge des partenariats chez Front Commerce, partenaire avec les agences et partenaires techniques, la double casquette. Je vais laisser chacun se présenter brièvement. Vincent, la parole est à toi. Merci pour ta présentation. Merci, Christian. Bonjour à tous. Vincent Coutin, je suis le responsable partenariat technologique pour Big Commerce sur le marché français. Merci. Big Commerce, en une phrase. Big Commerce, nous sommes la plateforme e-commerce open SaaS sur laquelle vous allez construire votre boutique en ligne. SaaS parce que nous sommes une infrastructure hébergée, stable et sécurisée, et open parce que nous avons exposé à 94% notre plateforme aux API. Merci Vincent. Je passe la parole à Thierry, notre invité, avant de revenir à Laurent. Thierry.
Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être ici, pour choisir cet événement et un petit café éventuellement. Voilà, moi, je suis cofondateur de Zento, qui est une agence digitale e-commerce basée à Levallois, une trentaine de personnes, et voilà, et partenaire de Big Commerce et Front Commerce. Merci Thierry. Laurent, la parole est à toi. Bonjour à tous, donc, je suis Laurent Lacaze, le CEO et cofondateur de Front Commerce. Nous sommes un front-end as a service pour des plateformes headless composables. Et on va, je pense, rentrer dans le détail de tous ces termes dans les prochaines minutes. Absolument. Alors, c'est parti. On va planter le décor déjà pour 2023 avec des remontées d'informations, remontées vraiment terrain de la part de Thierry. Thierry, c'est à toi. Oui, merci. Donc voilà, j'ai posé un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas forcément des... voilà, je ne voulais pas donner une image globale du marché que je n'ai pas, et que je n'ai pas la prétention d'avoir. C'est-à-dire que nous, on est une agence e-commerce en relation avec des retailers, des marques, des industriels sur des sujets B2C et B2B. Et donc, le but du jeu ici, c'était juste pas forcément de poser des enjeux de marché, mais au moins de poser les enjeux qui sont à notre niveau et que nos clients ou nos prospects nous expriment soit directement, au travers des relations qu'on a avec eux, soit au travers de leurs consultations et de leur cahier des charges. Et donc, j'ai identifié 6 points qui me paraissent importants. La première chose, c'est que je pense que maintenant, on ne demande plus forcément à une agence e-commerce de faire juste un site. C'est-à-dire que finalement, un client, il n'a pas besoin d'un site e-commerce, il a besoin de faire du business en ligne. Et donc, ce que nous demande et ce qu'on demande maintenant et ce qu'attendent les clients, et donc l'enjeu que nous, on doit relever, c'est d'avoir un business qui performe, d'avoir un business en ligne qui performe et plus seulement de pouvoir faire un site qui marche et qu'on va mettre à disposition de nos clients, mais c'est les accompagner derrière dans la réalisation de ce business et la croissance de leur chiffre d'affaires tout simplement. La deuxième chose qui est importante, bon là pour le coup c'est un enjeu de marché, c'est-à-dire on n'est plus seulement dans un marché en simple croissance et qui fait comme il faisait pendant des années. On est dans un environnement et dans une société qui doit bien évidemment tenir compte d'enjeux et d'impact climatique, d'urgence climatique, même voir. Et donc, il est hors de question pour nous de venir rajouter des éléments qui vont venir dégrader les stratégies de nos clients, en particulier si les stratégies environnementales ou des stratégies sociétales. Nous, on est en plein dans un process de certification B Corp et c'est le discours qu'on essaie de porter aussi à nos clients. Le troisième sujet, c'est qu'au-delà du site et de la tuyauterie et de la machinerie de façon générale, l'enjeu le plus évident, c'est l'enjeu sur les data produits, les data clients, le contenu qui deviennent des éléments prépondérants d'un site. Si la data produit, par exemple, devient un élément prépondérant d'un site e-commerce, c'est aussi dû au fait qu'on a, et ça c'était le quatrième point, la multiplication des canaux. C'est-à-dire que maintenant, on ne vend plus uniquement sur un site e-commerce, quand on parle de digital, on vend bien évidemment sur des réseaux sociaux, on vend sur des marketplaces, on vend en B2B via des partenaires, via des distributeurs, et tout ça fait que cette data, elle doit circuler, elle doit être diffusée, et elle doit être bien évidemment fiable. Et donc, les deux derniers points font que tous ces sujets font que le site e-commerce n'est plus un élément ou un CMS qu'on vient poser à un moment donné dans un système d'information cloisonné et à part, mais c'est un ensemble de solutions fonctionnelles qu'on va venir intégrer, non seulement ensemble, mais qu'on va venir aussi intégrer au système d'information pour faire en sorte que tout ça performe. Et donc, et là, pour prêcher un petit peu pour ma paroisse et pour la paroisse des agences, on est, nous, de plus en plus au centre de ce sujet-là, puisqu'on n'est plus seulement des experts de la solution ou du CMS à mettre en place, mais on est des intégrateurs, on est un maître d'œuvre, un chef d'orchestre de l'intégration de ces briques de business digital à l'intérieur d'un système d'information client. Merci Thierry. Je crois qu'on va focaliser sur la partie performance et au passage, bravo pour la certification B Corp, puisqu'elle n'est pas simple. Encore, mais c'est long. Ouais, mais c'est encore et c'est pas simple et c'est un beau chemin en tout cas. Mais c'est pas simple.
Mais c'est un autre sujet. Donc tous les enjeux que j'ai un petit peu posés juste avant finalement sont des enjeux de performance à des degrés divers, et donc que nous on doit adresser et se dire finalement c'est quoi la performance sur un site e-commerce, ou c'est quoi la performance sur du business en ligne. Et donc j'ai essayé d'identifier 5 critères qui me paraissent importants en termes de performance, et qui sont donc la concrétisation des enjeux dont j'ai parlé juste avant. Donc la performance, c'est la rapidité, tout simplement. Hein. Donc c'est la web performance, c'est la rapidité, c'est la performance technique. C'est-à-dire, on est de plus en plus sur des technologies où on va isoler le front, et Laurent en parlera bien mieux que moi après, mais on va essayer d'isoler le front pour faire en sorte que l'expérience client, elle soit déchargée de tout ce qui lui est pas utile. Et donc de mettre un front qui réagit très vite, et ne serait-ce que pour des enjeux de SEO qui sont bien évidents derrière, puisque un site rapide, c'est un site qui est bien évidemment mieux référencé. On a un sujet qui est un sujet d'agilité, hein, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que un des sujets majeurs, c'est que le marché évolue très vite. C'est difficile d'identifier ce que veulent les clients, et il est toujours important d'entretenir un lien direct avec les clients de nos clients. Donc nous, on organise beaucoup de panels avec les clients de nos clients pour essayer de bien comprendre quelles sont leurs attentes en termes de parcours, et transformer ça en besoin, le faire valider par le client, et ensuite mettre en œuvre la fonctionnalité. Donc il faut vraiment, on est de plus en plus dans des sujets d'agilité, c'est-à-dire de mettre en place rapidement des évolutions, et même de les tester, hein, c'est-à-dire de l'A/B testing, et de se dire, tiens, on a modifié la fiche produit, qu'est-ce que ça donne, est-ce que celle-là est plus performante que l'ancienne? Finalement, personne n'a cette connaissance absolue, et donc il faut bien tester les choses, et ensuite se dire, voilà, celle-là marche mieux, on va la généraliser, et on la passe. Le troisième sujet, c'est qu'on est dans des sujets qui sont, comme la plupart des clients, ont déjà des sites e-commerce, ou ont déjà une grande histoire avec le e-commerce. Le but du jeu, c'est pas de tout défaire, de tout détricoter, d'enlever toutes les interfaces qui ont pu être faites et toutes les dépendances qui ont pu être créées avec le site e-commerce, mais de se dire, on peut refaire une partie sans toucher à l'autre, et puis on pourra toucher à l'autre dans un deuxième temps. Enfin, c'est ce qu'on va aborder dans la suite du sujet sur la migration progressive. L'ouverture, bien évidemment, est importante, hein, puisque aujourd'hui, un site e-commerce, c'est plein de modules différents, c'est plein de logiciels différents, c'est plein de fonctionnalités différentes. Hein. C'est de se dire, à un moment donné, j'ai besoin d'un OMS, donc il faut que j'intègre un OMS, et je n'ai pas forcément envie de prendre l'OMS de l'éditeur, mais j'ai envie de prendre un OMS qui vient d'un éditeur tiers qui a une très bonne solution, ou que j'ai déjà utilisé. Et donc, bien évidemment, les plateformes e-commerce ont besoin d'être de plus en plus ouvertes, et comme disait Vincent tout à l'heure, les API et l'ouverture est quelque chose de clé dans la réussite du projet e-commerce. Et puis le dernier enjeu de performance, c'est bien évidemment l'éco-responsabilité. Donc ça veut dire que le site e-commerce ne doit pas venir forcément dégrader la performance environnementale aussi de nos clients, mais en plus, le e-commerce peut servir en termes de communication, d'éducation des clients à leur empreinte environnementale. Par exemple, très concrètement, ça veut dire réduire l'impact qui est lié au retour, essayer d'engager le client à grouper ses commandes, essayer de donner au client une information, par exemple, sur les émissions CO2 de la commande qui va passer à un moment donné sur son site. Enfin, voilà, tous ces éléments d'éducation qui sont aussi, à mon avis, de plus en plus prégnants et qui vont devenir de plus en plus prégnants dans les sites e-commerce ou business en ligne d'une façon générale. Top. Merci Thierry, merci pour cette synthèse. On va passer à des définitions marché. Voilà, donc on avait vu précédemment, on est dans un monde changeant, les habitudes des consommateurs ont changé, les attentes aussi. J'ai l'impression qu'aussi ton métier côté agence, avec la multiplication des solutions, change un petit peu. Et puis dans ce contexte de changement, au niveau des technologies, des innovations, elles amènent aussi des changements en termes d'architecture informatique. Et c'est là où on va peut-être faire le lien avec les définitions suivantes. Peut-être passer la main à Vincent sur la notion de headless. Est-ce que tu peux nous parler du headless, Vincent? C'est quoi le headless? Alors pour te répondre, Christian, en fait, je vais un petit peu switcher le prisme. En fait, le headless existe depuis très longtemps. Dans l'e-commerce, il a commencé à apparaître ces dernières années, dans la dernière décennie.
l'un des constats de nos amis retailers vient en fait de leur question, qu'est-ce qui me génère du revenu en ligne? Et ce qui me génère du revenu, c'est le front-end, la couche de présentation. Toi, moi, nous, quand on va sur un site en ligne, c'est ce que l'on voit. OK. Deuxième question, où est-ce que je mets la majeure partie de mon investissement, à la fois technique et financier? Eh bien, en fait, c'est pas dans le front, c'est pas dans la couche de présentation, malheureusement, là, celle qui me génère du revenu, mais c'est dans le back-end. C'est dans la licence de ma plateforme e-commerce, dans les upgrades, dans la maintenance, l'hébergement, le support de toutes les applications, modules, plugins, etc., etc. Et donc, suite à ces deux constats, la question est arrivée de « Ok, très bien, mais alors comment je peux créer plus rapidement et sans interruption technologique des expériences, les expériences les plus personnalisées pour mon consommateur afin de me générer de plus en plus de revenus ?» Et c'est là où le headless, de par la séparation de la couche de présentation avec les fonctionnalités du back-end, est apparu et a tout son sens, puisque du coup, va permettre aux retailers d'abaisser sur ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, donc ses coûts, pour pouvoir se concentrer, grâce notamment à des acteurs comme Front Commerce, sur leur front et sur générer les meilleures expériences clients possibles. Laurent l'expliquera après avec du search, des recommandations produits, etc. etc. Donc, le headless, vous avez la définition que vous voyez sur la slide, mais la tendance du headless est venue grâce donc à ce que je vous expliquais, l'inversion en fait de la répartition des charges dans la totalité de votre brique e-commerce. Merci Vincent. Donc une architecture au service principalement de l'expérience client. Merci. On parle de headless, on parle de composable. Laurent, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le commerce composable? Oui, en fait, souvent, on assimile le headless et le commerce composable. Pour les puristes, et là, on est dans un webinaire de puristes, on fait une différence entre le headless et le composable. Donc, le headless, Vincent en a parlé. Le composable, c'est quelque part l'étape d'après sur laquelle on va composer sa plateforme avec une approche best of breed, c'est-à-dire qu'on va utiliser des composants sur lesquels ils sont plutôt experts sur leur domaine. Donc, plutôt que d'avoir une solution qui va faire à la fois gestion des transactions, gestion des contenus, search, etc., on va en avoir une solution qui va faire la gestion des transactions, un BigCommerce. On va avoir une solution qui va permettre de gérer des contenus, un Contentful par exemple, un search Algolia et un front qui va unifier tout ça de manière parfaite avec Front Commerce. Donc, l'approche composable, c'est vraiment cette modularité et cette capacité à pouvoir changer un des composants sans avoir à casser toute l'architecture. Casser, j'exagère, mais en tout cas, casser les dépendances entre ces différents composants. Et quand on va faire évoluer un de ces composants, ça n'aura pas forcément d'impact sur celui d'à côté. Aujourd'hui, un des sujets plutôt du moment, j'ai envie de dire, c'est tous les sujets liés à l'IA. Je ne veux pas forcément parler de ChatGPT, mais bon, un webinar sans ChatGPT en 2023, ce n'est pas un vrai webinar. Donc, j'ai lâché le mot ChatGPT, mais l'IA, de manière générale, aujourd'hui, elle intervient beaucoup et de plus en plus sur le e-commerce. Mais ce qui est valable comme solution aujourd'hui en termes d'IA, ce ne sera certainement pas celle de demain, ou en tout cas l'année prochaine. Donc, d'utiliser une solution qui va être innovante en termes d'IA aujourd'hui et avoir la capacité de la remplacer dans un an sans avoir à faire une semi-refonte, c'est un sujet qui est quand même assez stratégique pour tout le monde. Merci. Donc, retenir de ne pas opposer le headless et le composable. Le headless, c'est la première étape vers le composable qui va permettre de composer sur mesure des services auprès de ses clients finaux et surtout d'accélérer ce qu'on appelle le time to market pour ce faire par rapport à des solutions peut-être un petit peu plus vieillissantes côté architecture technique. BigCommerce est membre de la MAC Alliance. C'est aussi un terme qu'on voit passer assez souvent sur les réseaux et dans le e-commerce. Vincent, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette architecture MAC?
Absolument. Donc, la MAC Alliance est un groupement de solutions technologiques qui se sont associées afin de répondre à des standards, les standards que vous pouvez voir, qui constituent le mot MAC, Microservice API First Cloud Headless, afin de créer une sorte de label pour pousser les sujets que vient d'évoquer Laurent. Maintenant, un petit point d'attention sur cette partie-là, donc e-commerce de la MAC. Aujourd'hui, ce n'est pas la MAC n'est pas omnisciente, ce n'est pas une obligation pour faire du composable et faire du headless, ou du headless puis faire du composable. C'est important de le signaler. Voilà, donc pour un petit focus sur ce qu'est la MAC, et vous pouvez voir quelques acteurs qui la composent, qui vont de la plateforme e-commerce comme BigCommerce, au CMS Contentful, du paiement, du PIM, de l'OMS et du Search and Merch comme Algolia. Merci. Donc, on va retenir que la MAC, en fait, c'est une architecture informatique et qu'il y a une alliance qui s'est créée où certains membres MAC s'y retrouvent. Pour autant, on peut avoir une architecture parfaitement MAC sans pour autant être membre de cette alliance. Différents donc, composants. On voit donc que le headless, c'est découpler le front du back. Il y a donc un marché du front maintenant qui est un marché un petit peu nouveau. Qu'est-ce qu'un front-end as a service? La parole à Laurent sur ce marché. Donc, un front-end as a service, c'est un front-end qui vient se connecter à des plateformes headless et qui permet de faciliter le déploiement de front-end. L'idée, c'est d'arriver avec une solution packagée, même si j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, une solution qui est généralement auto-hébergée en SaaS, qui permet aussi de se connecter facilement aux différents composants qu'on va trouver dans une architecture composable grâce à des connecteurs et qui a un rôle vraiment d'accélérateur. Et nous, chez Front Commerce, on va un peu plus loin que ça. On veut vraiment avoir ce rôle d'accélérateur, également de simplificateur, parce que cette architecture composable avec ces différentes solutions et potentiellement éditeurs qu'on va avoir derrière va multiplier les responsabilités sur une plateforme. Et nous, en tant que front-end, qui est un peu la pierre angulaire de la plateforme, puisqu'on est connecté avec tous les composants, on a cette capacité aussi à amener de l'observabilité sur la plateforme et d'être capable de dire, tiens, mon site, il répond plus de 2 secondes sur telle page, ça vient de tel composant, et on est capable d'émettre des alertes et d'identifier très rapidement où se trouve ce goulot d'étranglement. Donc, c'est un exemple de ce que peut apporter un front-end as a service avec un ensemble de services assez complet et qui, in fine, forcément, va dans le sens du ROI. Nous, c'est vraiment un de nos leviers, c'est vraiment d'améliorer le ROI, d'éviter qu'il y ait trop de complexité dans les déploiements et ensuite, dans le run aussi, d'être capable de faire en sorte que l'évolution de la plateforme soit beaucoup plus simple et que les développeurs ils se focalisent sur la valeur ajoutée de leur développement et non toute l'outillerie qu'il y a en dessous. Et le dernier point, la performance. Thierry en a pas mal parlé au début. Là, je mettrai surtout l'accent sur la web perf, puisque c'est vraiment un de nos chevals de bataille et plus généralement sur les front-end as a service, d'arriver à amener une web perf aussi bien en termes de ressenti utilisateur que de ressenti par Google, qui soit ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Merci Laurent. Je pense qu'on va pouvoir passer au sujet concrètement de Big Bang versus migration progressive. De quoi on parle en fait quand on parle de migration progressive et en quoi est-ce que c'est un nouveau concept dans le cadre des évolutions des plateformes e-commerce pour notre audience. Pour ce faire, je vais laisser la parole peut-être à Thierry sur ce slide. Oui, je vois que c'est les couleurs Zento qui reviennent là. Pardon. Donc, pour résumer, alors la situation est la suivante. On a la possibilité maintenant, on voit bien qu'on a des ouvertures qui font que là où on était à un moment donné contraint de se dire je vais remplacer un e-commerce monolithique par un autre e-commerce monolithique, on a d'autres possibilités qui s'ouvrent en se disant finalement, je ne suis pas obligé de tout changer. Quels sont les avantages et les inconvénients pour moi de tout changer?
Et c'est un petit peu comme si vous aviez une boutique qui est une boutique physique et finalement, vous vous dites, bon, bah ok, les couleurs sont plus très à la mode, la devanture est pas très visible de la rue, mais bon, globalement, le stock est bien placé, la caisse fonctionne bien et je vais pas tout changer, je vais juste changer un petit peu, revamper ou refondre un petit peu ma boutique, repeindre la devanture et puis finalement, c'est ce qui me manque pour faire un bon business. Donc la première réflexion, c'est celle-là. Et donc la première réflexion, elle porte sur le parcours client. Et donc l'intérêt, c'est de se dire, comme disait Vincent tout à l'heure, finalement, moi j'ai un site e-commerce parce que j'ai envie que mes clients ils viennent convertir sur le site e-commerce et qu'ils achètent mes produits. Et donc j'ai envie de valoriser mes produits pour pouvoir les vendre mieux. Donc ça permet, quand on s'attaque au sujet headless, front-end as a service ou uniquement front, de se dire, bah, finalement, je vais me focaliser sur l'amélioration de mon parcours client. Et donc, dans cette phase-là, ce qui est important, et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire vraiment sur tous les projets, c'est-à-dire d'aller voir des clients, organiser des panels clients, organiser des ateliers où on va réussir à comprendre quels sont les freins ou quels sont les moteurs du site actuel ou de l'expérience client en général pour essayer de l'améliorer. On va donc vraiment se focaliser sur les parcours plutôt que d'aller se focaliser sur des sujets qui sont des sujets techniques ou des sujets vulgairement de tuyauterie, même si c'est des choses qui sont compliquées, hein, ou d'intégration, bien évidemment, qu'on prend en compte assez importante, mais vraiment de se focaliser déjà dans un premier temps sur le parcours client. Donc ça veut dire comprendre ce qui se passe sur le site actuel, s'il y en a un, comprendre pourquoi à un moment donné les paniers sont abandonnés, comprendre pourquoi les gens ne reviennent pas, ou comprendre pourquoi à un moment donné il y a un taux de conversion qui est moins bon qu'ailleurs. Enfin voilà, comprendre tout ça pour essayer de regarder un petit peu comment on peut améliorer ce parcours sur un point de vue navigation, sur un point de vue cheminement, et puis bien évidemment sur un point de vue design. Donc ça veut dire qu'au final, on a de l'UX, hein, on a des wireframes, on a une navigation, on a des pages, et qu'on va ensuite décliner de manière graphique et qu'on va designer. Et donc derrière, on va pouvoir s'attaquer au front et de se dire, bah voilà, on coupe la tête du site actuel, on va poser un nouveau front, donc on va poser du front de commerce au-dessus. On va vérifier que le back est bien évidemment capable de discuter avec ce front, hein, donc ça veut dire qu'il a des API, il a des interfaces qui vont nous permettre de récupérer toutes les informations, que ce soit les informations clients, les informations de paiement, les informations de stock, etc. Enfin, toutes les données dont on aura besoin sur le front. Et puis là, on va pouvoir travailler de manière assez libre à soit utiliser des templates existants, soit développer un template spécifique pour pouvoir développer une expérience qui colle vraiment avec les parcours qu'on a identifiés la première fois. Et puis, une fois qu'on a mis ça en place et qu'on peut voir déjà les premières améliorations qui sont possibles, dans un deuxième temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut décorréler les risques, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup, on peut commencer par ce front et ensuite se dire, bah, je vais venir remplacer mon back-office, par exemple par BigCommerce, que je vais venir plugger, et là, je vais refaire les intégrations, je vais ajouter de nouvelles fonctionnalités, je vais pouvoir être beaucoup plus souple sur ma manière de, je ne sais pas, gérer les stocks, etc. Par exemple, si je veux rajouter du click and collect, du ship from store, des règles complexes de gestion, etc., ou du B2B, enfin voilà, d'autres expériences. Et donc, je vais pouvoir à ce moment-là laisser le parcours client qui a été travaillé sur la partie front et travailler vraiment sur le back et sur l'intégration de ce back avec le système d'information. Et donc, j'aurai un projet qui va étaler les risques, qui va étaler les sujets, qui va étaler les sujets sur lesquels on doit se concentrer pour travailler le parcours, le front et ensuite le back. Top, merci. Donc en fait, une approche par étape qui amène de la souplesse et de la flexibilité. Peut-être on peut mettre en lumière la migration progressive versus le fait de basculer avec un replatforming complet. Je te repasse la parole. Alors, j'ai essayé de synthétiser un petit peu ici les avantages et on va dire les risques, hein, plus que c'est pas des inconvénients, c'est des risques, ou en tout cas, c'est des points d'attention sur les deux types de migration. Donc, bien évidemment, le Big Bang qu'on a encore, qui est encore aujourd'hui la manière de faire la plus générale, on va dire, hein, c'est-à-dire de se dire, bah, j'ai un monolithe aujourd'hui, j'ai un CMS
qui ne correspond plus à ma stratégie, qui ne correspond plus à l'état de l'art, qui ne correspond plus à mes parcours clients, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, et que je veux remplacer soit par un nouveau CMS, soit par un ensemble de composants donc composables, hein, donc, par exemple dans une architecture de type Mac. Donc, je veux tout remplacer. Donc là, je suis dans une approche Big Bang, et dans ce cas-là, on va se dire que les avantages, c'est que je vais coller à ma stratégie puisque je vais tout changer. Donc forcément, ce que je vais mettre en place, ça va coller à ma stratégie. Donc je vais pouvoir apporter toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin et qui me manquent jusqu'à aujourd'hui. Je vais améliorer bien évidemment mes performances, donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et aussi mes performances business ou mes performances techniques. Je vais pouvoir laisser derrière moi toute la dette technique, hein, parce que bien évidemment, un site qui vit pendant plusieurs années, c'est un site qui accumule de la dette technique, hein, au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on a fait des développements, on les a mis en ligne, on a refait d'autres développements, etc. Donc, voilà, au bout d'un moment, on a de la dette technique et en faisant ça, on la remet à zéro. Et puis, enfin, l'adéquation stratégique dont j'ai déjà parlé. Mais face à ça, il y a un certain nombre de risques ou d'inconvénients. Bien évidemment, c'est long, hein, puisque un projet de refonte, de replatforming e-commerce, c'est des projets qui facilement atteignent un an, hein, en termes de délai. Donc, ça veut dire que voilà, avant que je puisse voir les résultats de ce que je suis en train de faire, il va se passer un an. Il y a bien évidemment des risques, puisqu'on va cumuler tous les risques au même endroit. Il y a des coûts qui sont importants, puisqu'on va tout budgéter sur cette année. Pardon. Il y a un gros sujet de migration de données, c'est-à-dire qu'il va falloir reprendre la data produit, il va falloir reprendre la data client, il va falloir reprendre l'historique des commandes, il va falloir reprendre un ensemble de données qu'il va falloir réintégrer dans le nouveau site. Et puis, il y a des contraintes d'architecture, puisqu'on va devoir intégrer ce nouveau site à l'intérieur d'un système d'information qui existe déjà avec le RP, avec la caisse, avec les stocks, tout ce qu'on peut imaginer. Et l'autre solution, c'est donc la migration progressive, c'est de dire je passe d'un monolithe à je vais d'abord changer mon front, hein, donc je vais garder mon monolithe, mais je vais lui ajouter un front, et je vais débrancher l'ancien front. Et puis, dans un deuxième temps, je passerai sur une architecture qui est une architecture composable avec le front qui aura déjà été mis à jour. Donc là, j'ai déjà expliqué un petit peu, mais ce que je peux mettre en avant, c'est que le coût est bien évidemment étalé, hein, puisque sur la première année, on va s'attaquer uniquement à la partie parcours client et au front office. Donc, on va étaler les coûts peut-être sur plusieurs années fiscales. On va maintenir ce qui marche, hein, ce qui est important aussi, hein, de se dire je minimise les risques parce que je maintiens ce qui marche, et en particulier toute l'intégration technique avec le reste de mes systèmes d'information, je sais que ça fonctionne. Alors peut-être que je peux l'améliorer, mais dans un premier temps, ça fonctionne. Et puis je ferai ça dans un deuxième temps. Et puis, on améliore bien évidemment les performances, comme dit tout à l'heure, en mettant un front qui est déchargé de tous les composants back-office, on va améliorer de façon assez notable la performance du site. Alors, en termes d'inconvénients, on peut quand même souligner, bien évidemment, ça veut dire qu'il y a deux intégrations. On va d'abord intégrer un front office à un monolithe qui est existant, puis ensuite, on va intégrer le front office à un back-office qui sera le nouveau back-office. Donc, certes, ça fait deux intégrations, mais comme il y a une minimisation des risques, après, c'est à évaluer, mais c'est quand même assez intéressant d'avoir ça. Et puis, le deuxième inconvénient, c'est qu'on va conserver un petit peu de dette technique, puisque ce qu'on aura encore de dette technique accumulée sur le back-office qui est en place va perdurer jusqu'au moment où on va changer le back-office. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on gère. Et puis, si vous avez déjà un site e-commerce qui fonctionne depuis plusieurs années, vous avez l'habitude de garder un petit peu de dette technique tous les ans. Et donc, celle-là, vous allez encore la garder sur un an. Voilà globalement ma synthèse. Top, merci. On va voir quelques cas clients concrets. Juste avant, ce que je retiens, on a le monolithe. La première étape va consister à couper la tête pour passer en headless. Une fois que je suis en headless, j'ai la capacité de décommissionner mon back-end pour amener du best of breed et en bout de chaîne, éventuellement, changer mon back-end également pour être sur un back-end qui aura un périmètre plus réduit avec le décommissionnement et donc un projet également moins risqué, moins long et moins coûteux. On va tout de suite prendre quelques cas concrets avec cette approche parce que maintenant, on a ce recul-là avec les clients front de commerce. Je passe la parole à Laurent sur ce schéma de migration progressive. Oui, donc là, en fait, ça reprend un petit peu ce qui a été dit auparavant. Le schéma, là, est peut-être un peu plus concret. En tout cas, il s'appuie sur des expériences que l'on a vécues et que l'on vit encore chez Front de Commerce. On voit les différentes étapes. Alors, évidemment, c'est un exemple. On peut imaginer que les différentes phases ne soient pas découpées de cette manière-là.
Donc, la première phase où on va installer Front Commerce sur, en l'occurrence là, un vieux Magento 1. C'est un euphémisme, je crois, vieux Magento 1. Mais en tout cas, il y en a encore beaucoup sur le marché. Dans un cas comme celui-là, ça permet d'amener vraiment une sécurisation, puisque la majorité des failles sur ce type de site arrivent par le front. Donc, ça permet de sécuriser cet aspect-là, tout en conservant tout l'existant. Deuxième étape, on va sortir toutes les fonctionnalités liées à la gestion des contenus d'un Magento dont ce n'est pas vraiment le métier à la base, et d'avoir un CMS pour qui, au contraire, c'est le cœur de métier de gérer les contenus. Donc, on peut faire ça sans avoir à toucher la partie front, puisque dans Front Commerce, il y a une couche d'abstraction, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, qui permet justement de gérer ça. Et là, on se retrouve avec un Magento qui a un périmètre plus réduit, sur lequel on peut encore sortir les fonctions de search, voire la gestion de catalogue, etc., et arriver à un périmètre suffisamment réduit pour qu'on remplace le vieux Magento par une nouvelle solution comme un BigCommerce, par exemple, et que finalement, ça soit une évolution et une refonte qui soit, je ne vais pas dire anecdotique parce que ce n'est jamais le cas, mais qui soit beaucoup plus light qu'un gros changement d'une refonte complète. Un des points qui a été évoqué assez rapidement par Thierry, mais sur lequel j'insiste parce que j'ai aussi un passé dans une agence côté delivery, sur lequel j'ai vécu énormément de projets de refonte dans lesquels, sur 12 à 18 mois, je rencontrais des équipes côté client qui étaient à moitié cramées, honnêtement, au bout d'un moment. Quand toute la boîte, parce qu'un projet e-commerce, de refonte e-commerce, ça implique tous les métiers de la boîte, se retrouver tous pendant 12 à 18 mois mobilisés sur un projet de cette ampleur-là, on sait que ça impacte le quotidien de toutes les autres tâches, voire la charge mentale que peuvent avoir toutes ces personnes. Le fait de le faire en 2 étapes, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sur la première étape où on va changer le front, on va mobiliser que les équipes métiers et marketing. La DSI ne sera absolument pas mobilisée sur cette partie-là. Là où l'année d'après ou plus tard, quand il y a un changement de back-end, là, on va mobiliser uniquement les équipes DSI. Donc là, pour le coup, les équipes métiers gardent un œil, évidemment, et participent au projet, mais elles sont nettement moins impliquées. Donc, le fait de lisser ça aussi dans le temps a un effet, je pense, vertueux dans le sens de la gestion humaine, tout simplement. On peut passer sur les exemples peut-être de manière un peu plus concrète. Donc là, on a quelques cas clients. Donc, l'indicateur Live Project en dessous met en avant le fait que Caporal et Jérôme Dreyfus sont des projets qui sont live. Lully sur la toile et Den Botanical sont des projets qui sont en cours et qui seront live prochainement. Donc, le cas de Caporal, ils ont, eux, décidé de déployer un fonds de commerce sur leur vieille plateforme qui datait de plus de 10 ans. Et puis, donc ce projet-là, il s'est fait en un peu moins de 6 mois. C'est toujours pareil, il faut gérer les périodes de solde, de vente privée, etc., ce qui génère toujours un petit peu de délai dans les mises en prod. Et eux, l'objectif était clairement d'anticiper le composable. Voilà. Et les prochaines étapes sont d'ores et déjà lancées pour aller un peu plus dans le composable. Jérôme Dreyfus, il y avait un gros enjeu de time to market. Donc, eux, ils ont aussi déployé Front Commerce sur leur vieille solution. Et ils ont ensuite déployé, donc sorti tout ce qui était gestion des contenus, mis dans un CMS, donc Prismic en l'occurrence, installé Front Commerce dessus. Ils ont fait ça en 3 mois. Donc, ça veut dire qu'ils ont pu bénéficier au bout de 3 mois d'un nouveau site d'un point de vue client, avec des bien meilleurs taux de conversion, avec une réduction des taux de rebond, avec un meilleur SEO. Et puis, dans un deuxième temps, ils ont remplacé leur vieux back-end par une solution plus moderne. Ils ont fait ça l'année d'après, il me semble. On a un petit peu le même sujet avec Lully actuellement, qui avait alors, de leur côté, ils avaient même
intégrer dans leur plateforme e-commerce, dans leur solution e-commerce, la gestion, toute la partie OMS, voire même la logistique, une partie de l'ERP. Et donc, leur solution aujourd'hui, elle est utilisée par plus de 100 personnes au quotidien, dans les boutiques et au siège. Donc, le fait d'arriver et de dire, bah, tiens, on va installer un fonds de commerce sur cette solution-là, et ça nous laisse le temps de décommissionner toutes ces fonctions qui ont à la base rien à faire dans une solution e-commerce, va leur permettre au bout d'un moment aussi de pouvoir remplacer leur vieille solution par une solution plus moderne. Et donc, ils ont pour projet, eux, de faire tout ça sur 18 mois, mais par phase. Et le dernier, qui est Eden Botanical, qui est une marque, en fait, qui fabrique des produits botaniques pour le monde de la parfumerie. Donc, c'est un site américain. Donc, eux, c'est toujours pareil, la volonté de sécuriser leur site actuel et de pouvoir anticiper les étapes d'après en passant par, en 3 mois, leur objectif, c'est de déployer fonds de commerce avec un prix SMIC, de migrer leur contenu qu'ils ont, sur lequel ils ont pas mal de contenu dans un WordPress, de migrer tout ça dans le prix SMIC et ensuite de pouvoir, de manière plus simple, migrer leur ancien back-end. Il y a un cas qui n'est pas forcément explicité là-dedans. C'est un client que l'on a aussi qui est dans l'industrie pour lequel on travaille actuellement. Ils ont à peu près une centaine de sites dans 60 pays. C'est une plateforme B2C, B2B. Et donc, eux, leur objectif, c'est de déployer Front Commerce sur leur solution B2C, B2B actuelle, avec un nouveau CMS, avec un nouveau DAM, un nouveau search, et Front Commerce qui chapeaute tout ça. Et l'idée, eux, c'est carrément dans 3 ans, d'enlever complètement la plateforme e-commerce et de remplacer par des services. Donc, une fois qu'ils auront enlevé toute la gestion des catalogues, qu'ils auront mis dans un PIM qui sera directement connecté au front, le CRM, toute la gestion des clients dans un RCU et un CRM externe, finalement, le périmètre de la solution e-commerce sera tellement réduit qu'ils envisagent directement utiliser des services, avec chaque service sa spécialité. Voilà. Donc ça, c'est le type d'architecture vers lequel on va, où on peut aller en tout cas, et qui est permis par cette approche-là. De l'hyper composable. Merci Laurent. On arrive au terme. On va avoir du temps, du coup, quelques minutes pour les questions-réponses. Il y en a une de Fanny. Merci Fanny. Est-ce que les références qui sont présentées ici sont passées sur du composable ou du headless? Justement, aujourd'hui, on peut considérer qu'aujourd'hui, Caporal, c'est du headless parce qu'ils ont un fonds de commerce connecté à un back-end. Bon, ils ont du search avec Algolia, mais je vais considérer que ça reste du composable léger. Et les autres, c'est plutôt une évolution vers du composable. Donc, on a des clients qui ont fait le choix du headless. Bon, un exemple concret, De Vialet, marque premium d'enceinte. Ils ont fait le choix, eux, du headless pour la web perf, et notamment à l'international. Présents dans 40 pays, ils avaient ce besoin d'avoir le même niveau d'excellence sur leur site que ce qu'ils ont aujourd'hui sur leurs produits. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là, à la fois pour la web perf et pour la liberté sur l'UX et l'UI. Qui est un des points assez intéressants aussi quand on est en headless, c'est qu'on n'a pas les contraintes de la solution avec laquelle on est connecté et qu'on a du coup beaucoup plus de liberté sur cette partie-là. Merci Laurent. J'ai une question de Laurent. Merci Laurent. Faut-il être mature sur le commerce pour aller vers le commerce composable ou peut-on démarrer directement sur l'approche composable? Qui prend la main? Laurent, si tu veux. Ouais. Je peux enchaîner. Il y a différents niveaux de composabilité, j'ai envie de dire. Et une des forces, je pense, de Front Commerce, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de simplifier un petit peu cette approche. Donc, quand on a des clients, nous, qui font moins de 5 millions d'euros en ligne et qui ont une architecture avec Front Commerce,
un Adobe Commerce, un Prismic, un Algolia, un accélérateur d'images. Donc, oui, c'est possible. Et ça se fait puisqu'on l'a fait et on a des clients qui sont satisfaits autour de ça. Maintenant, ce qu'on voit quand même, c'est que la première étape est plutôt le headless, parce que ça permet aussi aux clients d'appréhender un petit peu ce type d'architecture et d'anticiper la suite avec une évolution vers du composable. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une réponse de Normand que je te fais, Laurent, mais en tout cas… Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On n'est pas obligé d'être une société du CAC 40 pour faire du composable. Voilà la réponse. Il est possible de se lancer avec du composable. On en a aussi des cas concrets B2B en fait où ils vont tout de suite se doter de solutions modernes existantes et pas passer par la case je viens du monolithe ou de l'ancien monde, si je puis dire. Est-ce qu'on a d'autres questions? Une qui est un peu liée, mais c'est est-ce que le headless est réservé aux grosses sociétés? Parce qu'on y a un peu répondu indirectement. En quoi est-ce qu'une architecture composable accélère le time to market? Peut-être un exemple concret dans le business ou le marketing, une nouvelle offre à lancer ou un nouveau canal éventuellement. En quoi le fait d'être en headless va pouvoir accélérer ce time to market? Si quelqu'un veut prendre la question, levant la main chez nous. Sinon, c'est moi qui décide arbitrairement. Dictature. Laurent, c'est à toi. Okay. En quoi ça accélère le time to market? Il y a en fait plusieurs réponses à ça. La première, c'est la capacité à proposer une nouvelle expérience client, donc à refaire son front très rapidement. On l'a vu, nous, le délai, c'est entre 2 et 4 mois pour… quand je dis nous, c'est nos partenaires intégrateurs qui mettent ce temps-là. Nous, on fournit le produit, c'est eux qui intègrent. Mais ils peuvent, entre 2 et 4 mois, totalement fournir un nouveau front. Et ça permet d'avoir une nouvelle expérience client, d'être capable de répondre aux nouveaux enjeux, nouveaux pas tant que ça, mais en tout cas de mieux profiter typiquement du trafic qui est sur mobile. Parce qu'on ne l'a peut-être pas précisé, mais on intègre une PWA donc, qui permet justement d'améliorer ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça va être, on a remarqué avec notamment le Covid, il y a pas mal de sites qui ont dû basculer du jour au lendemain en click and collect. Et je ne vais pas citer le nom, mais moi, j'ai rencontré un client qui avait une plateforme qui n'était pas prête pour faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une deuxième plateforme dédiée au click and collect. Et puis, une fois que le Covid est passé, que ça s'est un petit peu tassé, il s'est retrouvé avec 2 sites. Un site click and collect et un site normal, et sur lequel il s'est lancé dans un projet de refonte. 1 an d'études, 2 ans de replatforming, c'est toujours pas fini. Là où une plateforme qui est nativement composable, c'est beaucoup plus simple de rajouter ce type de fonctionnalité, ce type de composant qui va répondre à des enjeux d'omnicanalité extrêmement poussés. Je crois que les 2 mots magiques sont API et agnosticité de la solution. Ouais, je peux juste compléter, si tu permets, Christian. Oui, avec plaisir. Juste un détail, parce que moi, j'aurais envie de prendre le truc aussi à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut freiner ou qu'est-ce qui freine le time to market. Et d'un point de vue projet, tout ce qui va freiner le time to market, c'est effectivement toutes les adhérences qu'on va pouvoir avoir, aussi bien avec le système d'information qu'avec les data. Et donc, tout ce qu'il va falloir à un moment donné faire ou refaire ou défaire pour pouvoir délivrer un time to market rapide, quoi. Et donc, par exemple, nous, on voit bien, on fait beaucoup de projets PIM, de référentiel produit. On voit bien qu'à partir du moment où on externalise la data produit et que le jour où on refond son site, on n'a pas besoin de se soucier de la data produit, il est évident qu'on va gagner en time to market. Et donc là, c'est la même chose. Je pense qu'à partir du moment où on se focalise sur le front, sans se dire je suis obligé de refaire toute l'adhérence, tout ce qui génère de l'adhérence sur mon site, va permettre de gagner du temps en time to market. Donc, voilà.
Un des points aussi qu'on a remarqué avec nos clients et qui est présent sur le marché de manière générale, c'est que le fait d'avoir un front découplé du back, le client peut internaliser une compétence front qui va lui permettre d'être beaucoup plus réactif aux demandes des équipes métiers et marketing. Ouais. On le sait bien, aujourd'hui, les équipes marketing et e-commerce, métiers, ça foisonne beaucoup en termes d'idées. Ils ont toujours des choses à changer sur le front. Et le fait d'avoir un front découplé leur permet d'avoir cette rapidité sur les modifications. Et donc, on a un certain nombre de clients qui ont internalisé la compétence. J'ai un exemple concret avec Devialet qui a fait monter un dev front sur leur refonte initiale. Et le dev front a gagné en autonomie, ce qui fait qu'il a pu faire une refonte du front sans quasiment solliciter l'agence d'intégration qui gérait la partie back. Donc ça, c'est, je pense, un fabuleux avantage que peut avoir ce type d'architecture sur notamment le time to market. Merci. Je crois que c'est Forrester ou Gartner qui disait qu'une architecture headless améliorait de 80% le time to market. Pour info, pour la stat. Laurent, j'ai une nouvelle question de Laurent. Le commerce composable est-il porté par l'IT ou par le métier? C'est bien une réponse de Normand encore. Hein. Les deux, mon capitaine. On se rend compte de plus en plus, en fait, alors surtout peut-être dans les sociétés moyennes et grandes, que de plus en plus, en fait, les directions IT et digital soit travaillent ensemble, soit sont carrément fusionnées, et que le projet, pour que ça soit une réussite, doit être porté par les deux. Aujourd'hui, ce que demande généralement la direction, c'est que les choix qui soient faits au niveau IT drive le business et que la responsabilité de ces choix-là, elle soit partagée entre les deux. Moi, c'est un constat que j'ai fait et j'ai eu pas mal de discussions dans ce sens-là récemment sur un événement autour du e-commerce. Et c'est vrai que je trouve que cette approche-là, elle bénéficie à l'engagement que peuvent avoir ces directions IT ou métiers autour des replatforming et de ces architectures composables. Merci. On va arriver au terme de ce webinaire. On propose en fait, les slides seront envoyés à tous les participants. Une action éventuellement par intervenant chez nous. On a Zento qui propose en ce moment un audit en fait justement de cette partie front et de toute l'expérience client au service du business. Donc vous retrouverez le détail en fait de cette approche d'audit front pour Zento dans les slides qui seront adressés. La possibilité bien sûr d'avoir une démonstration en prenant contact avec Vincent de BigCommerce de la solution donc back-end headless proposé. Et puis, côté front de commerce, éventuellement la possibilité d'avoir une démo ou aussi un calcul de ROI. C'est des exercices qu'on fait, puisqu'il faut retenir que cette partie front, elle est au service du business. On a des KPI, des KPI, des facteurs clés de succès, des indicateurs. Merci pour ce moment d'absence. Sur le sujet. Malin en espagnol. Mais bon. On sera ravis de vous les partager par retour d'expérience. Voilà. Donc, on espère que ce webinaire est instructif. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà. Puis on vous souhaite un bon chemin vers le composable en passant par le headless. Vous l'aurez compris. C'est la première étape. Merci messieurs. Merci pour votre participation et votre présence. Au plaisir de refaire ce type d'événement ensemble. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne fin de journée.